par le professeur Jean-Louis Wamba, donc vice-recteur de l'université, comme je vous le disais. Cet après-midi, à 15 h, une conférence grand public animée par Thomas Breuer, qui travaille au WCS, qui nous offrira une conférence sur la conservation de la faune. Et puis également 2 moments réservés plutôt, pas réservés aux lycéens, mais en tout cas dont les lycéens sont à l'origine. Le prix Jeune Reporter pour l'environnement, auquel ont participé plusieurs équipes du lycée français Saint-Exupéry de Brazzaville, et un des films a été primé par le Grand Prix international, et il est arrivé second au niveau international, nous l'avons appris hier. Donc ce film sera présenté cet après-midi en présence, nous l'espérons, des réalisateurs et des animateurs du film, à partir de 16 h 30. Et à 17 h, nous vous présenterons les travaux également des lycéens du lycée français, mais de nombreux autres lycées de Brazzaville, et lycées congolais, qui ont participé à l'exposition Format Paysage, qui est un projet de coopération éducative porté par le lycée français et animé par le professeur de SVT Christophe Beaumont, et qui a permis la réalisation de photos de land art. Comme vous le savez, il s'agit de créer des œuvres d'art dans la nature et à partir de matériaux naturels. Je vous souhaite une belle journée de travail, de recherche, d'échange et de dialogue. Je vous remercie. L'environnement, tout simplement, c'est le milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l'air, l'eau, le sol, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leurs interrelations. C'est la lutte contre la destruction de la couche d'ozone, la lutte contre la déforestation, la préservation de la qualité des réserves d'eau, la lutte contre la désertification et la sécheresse. Le docteur Arsène Dinga est titulaire d'un doctorat de l'Université de Tours. Il est maître de conférence CAMES en biochimie et écologie des populations animales. Mais la grande dimension, c'est que c'est lui le patron de la biologie au Congo. La mangrove représente un haut lieu d'échange, un haut lieu de cycle biologique, un haut lieu également de biodiversité. On va y trouver de la grande faune, de la petite faune, mais c'est également le lieu de chaînes trophiques considérables. Mais c'est un milieu qui est fragile, un milieu qui est extrêmement fragile. Et le problème qui se pose, c'est que ce milieu est de plus en plus détruit. Et à cause de qui? À cause de l'homme. Surexploitation des arbres, à des visées thérapeutiques. C'est bien, visée thérapeutique, mais c'est excessif. Prélèvement excessif et fumage des jeunes crustacés. Ceux qui ont l'occasion d'aller à Concotidouli ont pu voir le prélèvement de jeunes crustacés, encore arrivés, encore immatures. Puis ensuite, comme c'est le cas partout où sont les hommes, c'est le problème de la pollution. Alors, quels sont les risques encourus? Baisse de la productivité, de la biomasse, accélération des érosions. Tout à l'heure, on a parlé des racines des chasses. S'il n'y en a plus, évidemment, le sol étant meuble, tout est emporté par les érosions. Et surtout, rupture des chaînes trophiques. Rupture des chaînes trophiques, avec comme corollaire la perturbation des cycles biologiques. Alors, ce qu'il faut faire, c'est... Là, c'est certaines suggestions ici. Il faut en arriver à exploiter de façon raisonnée. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas exploiter la mangrove, mais nous disons qu'il faut être raisonnable. Il faut respecter les principes écologiques fondamentaux. Il faut respecter le cycle de l'eau. Il faut respecter les productions primaires, les productions secondaires. Il faut respecter les cycles biologiques. Il faut donc respecter les cycles biologiques, ça veut dire les périodes de chasse. Sinon, il n'y aura plus rien. Vous voyez que si seulement le milieu est modifié par l'homme, du point de vue en fait de ses activités et ainsi de suite, alors un certain nombre de ces poissons, par exemple, pourraient ne plus exister et il y aurait perte de la biodiversité. Et si l'on parle des curiosités que je venais de vous montrer ici, qui vivent dans les rapides, mais également la perte de la biodiversité irait dans le sens de l'appauvrissement vers ce qui entre dans la consommation humaine, donc la perte de la diversité des poissons que l'on trouve. Alors,
Donc, la dégradation de l'environnement, les changements climatiques, la perte des habitats, la baisse ou la perte d'état de la diversité et la pauvreté sont en fait responsables de tout ce qui pourrait arriver si jamais on y prend garde. C'est pour cela d'ailleurs que longtemps on s'occupait surtout des animaux terrestres et de la forêt, mais très récemment il y a eu une initiative qui est le Fonds bleu, où il est question maintenant de s'intéresser aux eaux, pas seulement en tant que ressource pour la boisson, mais en tant qu'écosystème pour essayer de combler cette lacune qui existait. Là, nous avons toujours le bord du fleuve, mais vers la zone habitée où nous avons des édifices qui sont menacés. Quelles sont les conséquences que l'on remarque? Dans la ville de Brazzaville, vous avez là, par exemple, des départs de terre. Nous avons un décapage carrément superficiel. Nous avons ici un arbre qui n'a pratiquement plus comment se tenir, puisque les racines sont totalement à l'extérieur, en surface. Voilà, vous pouvez constater aussi, par exemple, au niveau des bouches d'incendie, au niveau comment on appelle ça, des bornes, des parcelles, un déchaussement. Moyen de lutte biologique ou mécanique, il faut noter l'intervention de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation des populations. Ça, c'est très important parce que ce n'est que ça qui peut donner une solution, étant donné que la solution est plutôt préventive que curative, comme nous le faisons actuellement. La prise en compte des aspects environnementaux dans les programmes scolaires et universitaires, ça c'est très important. Ça pourrait permettre de préparer la population à mieux gérer l'environnement. Parce que nous avons établi des guides de bonne conduite et de pratiques qui pourraient être utilisés par la population, mais malheureusement qui ne sont pas suffisamment mis en place et qui ne sont pas suffisamment pris en compte. Pour ce type de déchets sont notamment dus à la fermentation et à la production du biogaz, qui est un gaz riche en méthane et en CO2, deux gaz à effet de serre bien connus qui contribuent largement au réchauffement climatique. Les impacts sur l'eau proviennent du jus de fermentation de ces décharges qui s'écoulent dans le sol par infiltration et qui risquent de contaminer les ressources en eau potable. Et enfin, les impacts sur l'eau sont dus notamment aux composés toxiques intrinsèques de ces déchets, tels que les métaux lourds, qui peuvent contaminer la nappe phréatique et qui peuvent, par lessivage, arriver dans les eaux de surface. Et nous travaillons également sur l'impact de ces déchets sur le sol et sur la nappe phréatique. Donc, il semblait plus intéressant pour nous de nous concentrer sur des décharges qui ont un certain âge pour pouvoir quantifier de façon certaine les impacts de ces déchets. De la lutte face au changement climatique, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique encourage les pays en voie de développement à la mise en place des mécanismes REDD+. Cependant, ce dernier a du mal à s'installer au niveau des forêts du bassin du Congo. Le rapport de la FAO 2015 souligne que ce retard est dû à une insuffisance des données de biomasse et aux inventaires cycliques au niveau national. Par ailleurs, ces données souffrent d'un bon nombre d'incertitudes et sont très contrastées. Et la plupart de ces données ont été recueillies sur les écosystèmes forestiers de terre ferme. Donc il y a très peu de données qui ont été recueillies sur les écosystèmes forestiers étatiques. Il faut dire que la déforestation est différente de la déforestation est différente de la dégradation. Je parle en tant que spécialiste. Il ne faudrait pas confondre les termes. Lorsqu'on dit déforestation, on suppose qu'il y a eu un remplacement de la forêt par une autre utilisation des terres que la forêt. Et le temps qui doit séparer cette déforestation, on va dire que le temps d'étude doit durer au moins 20 ans. Je parle en tant que quelqu'un qui participe aux réunions du GIEC, qui est le groupe intergouvernemental des experts qui travaillent sur le climat. Lorsqu'on remplace une forêt par une autre utilisation et que la durée est de 2 ans, 3 ans, on ne devrait pas parler de déforestation d'abord. Il faudrait comptabiliser un temps d'au moins 20 ans avant de catégoriser
ce changement-là comme faisant partie de la déforestation. Et donc au Congo, lorsque nous disons ici que la déforestation nette elle est de 0,07%, nous parlons ici des superficies forestières qui ont été converties en d'autres utilisations des terres autres que les forêts. Est-ce que nous pouvons avoir des rues ou des routes où on va mettre du gazon et les véhicules passer sur du gazon? C'est impossible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si les rues ou les routes sont dénudées, s'il n'y a pas de dalettes, s'il n'y a pas de goudron, si on ne canalise pas les eaux venant des maisons, des toitures, si on ne canalise pas les eaux de pluie, l'érosion va continuer. En géologie, il y a un phénomène qu'on appelle la pénéplanation. C'est-à-dire que si vous avez un relief des collines, la nature a comme objectif de mettre tout ça à plat, zéro, horizontal. C'est ça la pénéplanation. Donc, à long terme, ça se fait. Pour éviter tout ça, dans l'urbanisation, vous verrez que dans les pays développés, la plupart des routes sont cimentées, goudronnées. Et il n'y a pas beaucoup d'érosion. Comme nous sommes installés sur un sous-sol tendre, nous allons être confrontés à ce problème. Alors il faudra beaucoup d'argent pour que l'État soit en mesure de régler ce problème. Dans le plus cas des cas, nous perdons des espèces parce que nous sommes incapables de les exploiter durablement. Et il y avait une étude qui est sortie, ça fait presque 2 mois, et le plus grand problème que nous avons, c'est la surchasse. On chasse des animaux, on les tue, et on n'a pas de mécanisme d'assurer que cette exploitation est durable. Et je vous avais donné ici un petit exemple, et c'est des études qui étaient faites dans différentes forêts dans le monde, et il y a des forêts qui sont chassées, où la chasse est pratique. Il y a d'autres forêts où la chasse n'est pas pratiquée. Par exemple, elle est protégée en parc national. Entre 0 à 7 km d'un village, on a moins de 58% des oiseaux. Ça veut dire que vous êtes 7 km de village, vous avez beaucoup plus des oiseaux que proches. Et pour les mammifères, c'est encore pire. Ça veut dire que quand vous êtes proche d'un village, il faut aller très loin pour rencontrer des animaux. M'a plus marqué, c'est lorsqu'on en a parlé des espèces partiellement et intégralement protégées. Du fait que je n'en avais jamais entendu parler. Je me disais que toutes les espèces en général étaient sous protection. Par rapport à cette journée, j'aimerais informer aux autres de toujours mettre en valeur cette journée car elle est très spéciale. Cette activité, ce n'est que normal de faire des présentations. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse est très motivée d'apprendre plus de choses et d'être part de cet aspect de conservation. On avait remarqué que pour entretenir les terrains au Congo, on utilisait beaucoup d'engrais et de pesticides. Alors on voulait avoir un peu plus d'informations et proposer des hypothèses pour éviter de polluer l'environnement avec ces pesticides. Enseignants, chercheurs, d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Je pense que c'est important effectivement pour les étudiants, pour le grand public, d'avoir accès à toutes ces informations sur la nature, sur l'environnement
des informations scientifiques, mais aussi, comme vous l'avez dit, qui ont été vulgarisées, et pour comprendre un petit peu plus notre environnement au niveau planétaire, mais plus particulièrement, puisque c'est ce à quoi nous sommes confrontés au quotidien, au niveau du Congo. Donc merci encore pour ces exposés de grande qualité et qui ont éclairé tout le monde sur cet environnement qui nous entoure et que nous devons protéger.